Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons faire une présentation en duo, un duo de deux pilotes de DAS, domaine d'activité stratégique de Moveo, pour vous parler de groupes motopropulseurs. Et notamment, on vous fera un zoom sur les orientations stratégiques de Moveo, sur les technologies, et plus particulièrement sur les technologies qui vont servir dans le futur, à la fois pour les groupe motopropulseur thermique d'une part, électrique, et également sur l'axe hybridation, la conjonction des deux technologies. Alors, il me revient en premier lieu de vous faire une présentation du pôle Moveo. Alors, Moveo, pôle de compétitivité, 2005, initiative de l'État, relance de la recherche, un coup de boost à la recherche, et donc également un coup de boost à une recherche collaborative. Donc 61 pôles de compétitivité sont retenus et Moveo est issu donc de cette initiative de l'État français. Trois axes principaux qui étaient recherchés dans les, dans les pôles de compétitivité. Le premier, c'est développer. Alors, c'est développer les partenariats des différents secteurs, laboratoires, PME, grands industriels, et les inciter finalement, avec leurs compétences complémentaires, à travailler ensemble et à travailler mieux ensemble. Deuxième axe, construire des outils de recherche et également construire un certain nombre de projets collaboratifs qui vont permettre d'attaquer des domaines et des sujets beaucoup plus larges et également d'avoir des taux de succès sur les retours de ces travaux de recherche qui soient plus importants. Et puis le troisième axe, c'est la promotion. La promotion à la fois de l'ensemble des membres du pôle de compétitivité, mais aussi la promotion de tout ce qui peut se faire en lien avec le développement économique des territoires. Une fois évoqués donc ces axes du pôle de compétitivité, ben, le pôle de compétitivité, c'est quoi? C'est d'abord un ensemble de membres, on en a parlé. C'est également des domaines d'activité qui ne peuvent pas être extrêmement larges, qui sont naturellement restreints à des applications ou un domaine applicatif prédéterminé. Il s'agit en tout cas, en ce qui concerne le pôle de compétitivité Moveo, des domaines du véhicule automobile et de la mobilité en général. On verra après pourquoi finalement la corrélation entre Moveo et ces domaines techniques est appropriée. Et puis ensuite, ben, c'est une région, un secteur, et notamment Normandie, Basse-Normandie, Haute-Normandie, et la région parisienne. Et puis, bien entendu, tout ceci doit déboucher sur de l'activité de recherche et sur du développement économique. Alors, Moveo, 348 membres, donc c'est un pôle de grande importance. À l'intérieur de ce pôle, 55% des membres sont des PME. Les grandes entreprises, grandes industries du monde de l'automobile, à savoir constructeurs et équipementiers, représentent 20% des membres. Des labos de recherche, centres de recherche représentent à peu près 15%. Et puis, une particularité, il y a une forte implication des collectivités territoriales et notamment régions, départements, voire même communes ou communautés d'agglomération pour des regroupements de communes. Alors, quelques-uns des membres, là vous voyez finalement, vous allez reconnaître quand même du côté des industriels, des grands du monde de la mobilité, et puis du côté des académiques et des laboratoires, vous avez quand même également des laboratoires, des écoles de renommée au moins nationale, voire internationale. Alors, le domaine géographique, c'est pas tellement la carte qui est intéressante, c'est simplement l'indicateur qui dit que finalement, sur ce territoire-là, il y a 70% de l'activité R&D de l'automobile qui se déroule sur l'ensemble de ce périmètre. Ensuite, Moveo est décomposé en 6 axes stratégiques, domaines d'activité stratégiques. Le premier, c'est les systèmes de mobilité intelligente.
Le deuxième, c'est la sécurité des usagers. Le troisième, dans l'ordre, c'est démonstrateur et également tout ce qui touche à stockage de l'énergie. Le suivant, c'est l'empreinte environnementale des véhicules et des engins de mobilité. Le suivant, représenté par Daniel Richard, qui en est son pilote, ce sont les systèmes mécatroniques pour l'électrification des véhicules. Et le dernier que je représente comme pilote, ce sont les chaînes de traction thermique. Alors, il y a également 4 plans d'action transversaux au sein de Moveo. Le premier concerne les PME, c'est-à-dire que Moveo est à l'initiative, par exemple, de regroupements de PME qui offrent des prestations dans lesquelles ils offrent quelque chose de complet aux grands industriels en ayant regroupé des compétences complémentaires entre elles. Moveo International, là c'est effectivement le rôle de Moveo d'aller promouvoir les échanges avec d'autres clusters européens. Je vais simplement parler d'un projet qui s'appelle Sedge, dont Moveo est le coordinateur, et qui se passe avec un certain nombre de clusters européens qui traitent aussi de l'automobile et de la mobilité. L'intelligence économique, alors là, effectivement, ça permet aux membres de Moveo qui n'ont pas leur propre structure de pouvoir faire appel à un ensemble de personnes qui sont capables de leur donner des conseils en la matière. Et un autre exemple, c'est de la veille technologique avec la base Cléo, qui est une base que tous les membres peuvent aller consulter sur ce qui se passe au niveau technologique différent, à la fois sur le plan national et international. Et puis le dernier pôle qui est effectivement, comme il y a des membres assez renommés dans le domaine donc académique, c'est essentiellement le volet compétences en s'appuyant sur les académiques du pôle de compétitivité. Alors maintenant les chiffres, puisque sont les résultats de Moveo depuis sa mise en œuvre. On voit plus de 160 projets qui ont été labellisés et puis ensuite abondés avec des financements d'aide à la recherche. Alors ça représente une enveloppe de 876 millions d'euros et puis 362 millions d'euros d'aide de l'État ou d'aide des collectivités qui ont permis de soutenir ces projets de recherche. Alors, comment situer les DAS, chaînes de traction thermique et systèmes de mobilité pour l'électrification des véhicules? Ces deux DAS, tout seuls, sur l'historique, ont à peu près représenté la moitié, au moins en termes de projets et en termes de financement, de ce que Moveo a pu faire obtenir en labellisant ces projets. Voilà. Je vais maintenant rentrer plus précisément dans quelques indicateurs du DAS chaîne de traction thermique et simplement présenter dans un premier temps les orientations à l'intérieur de ce DAS qui sont décomposées en 4 pôles d'activité. Le premier qui concerne l'architecture du moteur thermique lui-même. Alors l'architecture, c'est-à-dire c'est à la fois le moteur, son environnement, et également les auxiliaires, auxquels il faut rajouter dans le GMP thermique un composant qui devient de plus en plus important, c'est le système de transmission, d'autant que si ce système de transmission lui demande d'avoir un rôle autre que simplement la transmission de puissance du moteur thermique, mais aussi d'être capable d'associer des entrées de puissance complémentaires que seraient celles d'une puissance électrique ou d'une puissance pneumatique ou hydraulique ou tout ce qu'on veut, à savoir la partie hybridation. Et l'accessoire qui est au cœur de l'hybridation, c'est aussi la transmission. Le deuxième est beaucoup plus traditionnel pour les chaînes de traction thermique. Il s'agit de tout ce qui est... tous sont les domaines technologiques qui sont couplés, la combustion, le post-traitement et également les carburants, puisque aujourd'hui on est en train de sortir du traditionnel partage essence-diesel. Après, on peut la différence de pourcentage de l'un par rapport à l'autre, mais on est en train d'ouvrir beaucoup plus le panel de nouveaux carburants, et notamment, on pense à tout ce qui est biocarburant et autres carburants de substitution pour l'automobile. Troisième point devenu important, c'est tout l'aspect système. Il y a le management de l'ensemble du système du groupe motopropulseur qui fait l'objet donc d'une orientation stratégique.
Et également, beaucoup plus important aujourd'hui et qui est en train de monter en puissance, c'est la récupération d'énergie thermique autour de ce groupe motopropulseur. Le dernier axe est un axe qui est incontournable dans le domaine du développement industriel, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de la recherche et faire des développements sans accompagner nos travaux de l'ingénierie numérique, puisque c'est en marge un moyen d'augmenter la productivité de nos centres de développement et donc d'apporter de la compétitivité à nos équipes dans les développements industriels. Alors, quelques exemples de projets qui sont en cours de traitement et qui ont été labellisés et fortement soutenus par le pôle Moveo. Vous avez dans le domaine donc, du moteur thermique les revêtements DLC. Là, c'est un axe sur les réductions des frottements des moteurs. Donc ça, c'est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur parce qu'il regroupe d'abord une PME à l'origine de ça, qui est une pépite dans le domaine de tout ça, et a su associer autour d'elle les deux constructeurs qui travaillent simultanément. Alors ce sont des technologies qu'on a vu apparaître sur les moteurs de Formule 1 il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, le challenge, c'est de les rendre à coût abordable et de les étendre à des pièces de plus gros volume. Le deuxième, qui est un sujet qui finalement va toucher aussi un peu directement Normandie Motor Meetings, c'est un sujet qui est sur de la modélisation de la science de la combustion. Et c'est quelque chose qui est un projet commun qui est mené avec des retombées qui sont à la fois pour la combustion sur les moteurs thermiques des véhicules automobiles et également pour les moteurs de l'aéronautique. On a eu une présentation précédemment de Bosch qui parlait effectivement de l'importance des systèmes d'injection common rail, que ce soit en volume ou en prestation pour le moteur. Eh bien, on a également des projets comme de la modélisation des phénomènes très complexes à la sortie donc, des injecteurs. C'est le projet Canex. On a cité la montée en puissance de la récupération d'énergie, donc un projet Sever qui combine à la fois une approche récupération d'énergie sur les gaz d'échappement, mais également une boucle de récupération et d'optimisation qui est assez originale et qui, si elle arrive à fonctionner, pourra permettre à l'industrie française et à un équipementier français de faire un pas en avant et de prendre des parts de marché significatives. Et puis le dernier point, Renault Terre 2. Alors ça c'est un exemple, c'est typiquement un programme de recherche qui a commencé avec Renault Terre 1 il y a quelques années, qui a eu des retombées favorables et qui a donné l'objet avec une ouverture du partenariat à d'autres sujets, d'autres sujets, des compléments nouveaux, et en enrichissant également avec de nouveaux partenaires, qu'ils soient laboratoires ou industriels. Voilà. 2013, les chiffres, vous les avez sous les yeux. Je voudrais simplement souligner une chose. La qualité d'un pôle de compétitivité, c'est aussi la qualité de ses membres. Et donc, avec ces indicateurs, ce que vous pouvez voir, c'est que par rapport à la moyenne nationale des taux de succès des projets labellisés et qui sont soumis à financement, vous avez ici des taux de réussite des projets qui sont de l'ordre de 50% pour des projets ANR et puis qui sont au-dessus de 50% pour des projets FUI. Donc ceci, c'est effectivement, je dirais, la démonstration que les membres de Moveo sont impliqués et qu'ils y font un travail de qualité, et une qualité qui est aussi le reflet de la qualité de chacun de ses membres individuellement dans son domaine, que ce soit industriel, laboratoire ou PME. Je vais maintenant passer la main à Daniel Richard qui va vous présenter le DAS SME. Bonjour mesdames et messieurs, donc le DAS, je suis petit, hein, ça se voit, donc je vais me mettre à ma hauteur. Le DAS SME, donc système mécatronique et électrification du véhicule, c'est en fait un DAS très important au sein de Moveo, et je dirais que c'est une activité importante au sein de notre industrie, parce qu'en fait ces technologies dont on va parler sont des faciliteurs, c'est ce qui va rendre possible, on l'espère, hein, on travaille pour, l'électrification, l'hybridation des véhicules. Alors, de quoi s'agit-il? Donc j'en suis le pilote.
Nous avons Dominique Letellier de Renault qui est en copilote et un académique, Pierre-Richard Daho, qui représente l'UVSQ. Alors ce qu'on veut, c'est étendre l'électrification du véhicule, que ce soit au sein d'hybridation ou hors hybridation, au travers de composants mécatroniques innovants et, on va dire, abordables. J'y reviendrai dans la présentation des hybrides tout à l'heure. 4 domaines de travail. Là, on fait vraiment de la technologie. On n'est pas dans le système véhicule, on est dans les technologies des composants. Donc, on s'intéresse beaucoup aux matériaux et aux technologies nécessaires à développer. Toutes les solutions, on va dire, d'actuateurs et de moteurs, ce qu'on appelle les Mechatronic Applications, donc ça peut être des moteurs, ça peut être tout type d'actuateurs, ça peut être un compresseur, ça peut être et les onduleurs qui vont avec, onduleurs ou redresseurs, tout type de redresseurs, convertisseurs. Bien sûr, pas de possibilité de développer ces produits sans avoir une stratégie autour de la fiabilité et de la robustesse de ces produits. On parle d'objets mécatroniques, électroniques intégrés dans les actuateurs. Très important que les objets qu'on vende soient des objets hyper fiables et à coût réduit, satisfaisant la durée de vie du véhicule. Donc ça, c'est un domaine, je dirais, scientifique et de développement par lui-même. Et bien sûr, comme mon collègue l'a montré tout à l'heure, ce sont des domaines de développement où il nous faut absolument encourager le développement des outils et des méthodologies de développement pour être, on va dire, pour réussir. Alors, des exemples de projets qui ont été financés par le DAS, ou qui ont été, pas financés par le DAS, mais étudiés par le DAS pour financement. Des projets très importants dans chacun des domaines, comme vous pouvez le voir. Un projet qui vient d'être labellisé et qui a été, je dirais, qui est financé, qui s'appelle FIRST. FIRST est un prolongement d'un projet précédent qui s'appelait Audace et qui a pour but vraiment de regrouper les acteurs académiques, grandes entreprises et acteurs de plus petite taille autour de la modélisation de la fiabilité, la compréhension des phénomènes de ruine des éléments qu'on travaille, la compréhension des profils d'usage et la compréhension de la fiabilité prévisionnelle attachée à ces objets. Donc c'est un domaine extrêmement important et qui sera différenciateur, je dirais, qui pourra différencier les industries qui seront capables de faire ces travaux. Locomotion 2, c'est un prolongement, Locomotion Plus, pardon, c'est un prolongement d'un projet qui avait été labellisé il y a quelques années, très important, et qui a pour but d'étendre l'application des technologies de stop-start et aussi d'en développer les moyens industriels de façon à rendre ces technologies abordables au meilleur coût et très industrialisées. Mégane, très important. On a pensé que dans les filières de composants électroniques de puissance, le nitrure de gallium est une voie qui nous semble intéressante, à la fois son aptitude à travailler haute fréquence, fort rendement, son aptitude aussi à être, j'allais dire, mécatronisé, c'est-à-dire intégré dans des structures plus complexes. Donc toute cette filière, on va dire, nitrure de gallium à l'usage de l'électronique de puissance, nous semble extrêmement importante, avec un gros projet qui s'appelle Mégane. Sofraci, on est là dans le domaine des onduleurs, dans le domaine des convertisseurs onduleurs. Alors là, il s'agit d'un onduleur chargeur qui comporte les deux fonctions dans le cadre du véhicule électrique, avec des technologies qui sont, je dirais, originales dans notre filière française, avec un grand constructeur et un équipementier en leader sur le sujet, et donc un développement qui est extrêmement important pour l'avenir du véhicule électrique et son coût. Compacité, alors là on est sur le domaine des autres, je dirais, pas des moteurs directement liés à la traction du véhicule, mais tous les équipements qui permettent d'équiper le futur véhicule électrique. En l'occurrence, il s'agit du compresseur électrique, et Compacité travaille sur la réalisation d'un compresseur à la fois extrêmement rentable d'un point de vue des rendements et extrêmement compact d'un point de vue des technologies. Donc vous voyez en fait
des projets très centrés sur la technologie et je dirais bien ciblés sur les éléments essentiels de ces technologies du futur qui nous permettront d'aller vers l'hybridation et l'électrification du véhicule. Alors, en termes de projets en 2013, 5 projets labellisés, au total pour un budget de 47 millions d'euros. 4 projets qui ont reçu des abondements, enfin qui ont été financés pour un montant de 5 millions. Et on a en cours un gros projet pour un montant de 11 millions, qu'on espère bien pouvoir faire financer. Donc au travers des différents programmes, je ne vais pas aller trop dans le détail, les FUI 15, 16, 17, un PSPC, bon, vous savez, les PSPC sont les projets structurants des pôles de compétitivité. Un PSPC, c'est important, parce qu'il s'agit de projets, de gros projets en général, qui préparent à l'industrialisation des technologies. Donc là, on est dans le business et l'industrie. Voilà. Et un autre important, au travers de, je dirais, de programmes d'éducation et de formation avec l'université sur un projet de formation. Bertrand, je te laisse dire quelques mots. Merci Daniel. Donc on va revenir cette fois-ci un peu plus concrètement dans de la technologie et de la technologie prospective. Donc on entend souvent dire le moteur thermique est mort ou il est encore de l'avenir. Non, non, le moteur thermique est toujours là. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le moteur thermique. Et on vit même une période avec énormément d'opportunités, puisqu'on est en train de changer le profil d'utilisation des moteurs thermiques, et donc ça offre un champ de possibilités et un champ de développement de nouvelles technologies qui est bien plus supérieur à celui qu'on avait il y a quelques années. En mode d'usage, du moins, on a beaucoup plus de demandes. Alors, je vais simplement vous relater le travail du comité de pilotage qui a fait une réflexion sur les key technologies, les technologies clés de demain, sur le moteur thermique et qui a essayé d'en faire dans sa feuille de route, a essayé d'en faire une hiérarchisation avec la probabilité d'arriver sur les marchés à 3, 6, 9, 10 ans ou au-delà. Alors, pour faire de la technique, si on veut faire progresser encore les rendements de nos moteurs thermiques, on a plusieurs choses à faire. On a d'abord à essayer, dans le cœur du moteur, à faire de la combustion avec de la dilution importante. Alors de la dilution, on peut en faire de deux manières, avec du recyclage de gaz brûlé, recyclage externe et recyclage aussi interne. Et ce genre de dilution nous offre des opportunités à la fois d'associer des optimisations de rendement, mais aussi des pas significatifs sur les engine out, sur les émissions du moteur, avec, notamment quand on va jongler avec des gaz brûlés résiduels, des modes de fonctionnement en combustion de type HTCI pour le diesel ou CAI pour des moteurs à allumage commandé. Bien entendu, il y a une quinzaine d'années, ça avait fait beaucoup de bruit. Il y avait des constructeurs qui avaient annoncé qu'ils allaient être à 100% de moteurs essence injection directe charge stratifiée. Ça n'a pas été aussi rapide que ça. Il faut savoir qu'en général, sur les bonnes technologies, les filières se trompent rarement, mais elles se trompent quasiment tout le temps sur la vitesse à laquelle elles rentrent sur le marché. Alors, sachez que de toute façon, les systèmes de dilution, qu'ils soient au gaz brûlé ou à l'air, ce sont des bonnes solutions technologiques. Leur vitesse de montée, de prise de part de marché sera fonction effectivement d'autres facteurs qui sont aussi des facteurs pas simplement techniques, mais économiques. Donc ça, c'est une première voie. Une deuxième voie que nous offre aujourd'hui, grâce notamment aussi à des systèmes de type mécatronique qui permettent de faire une gestion de l'ensemble, ce sont tous les systèmes variables au niveau donc de la base moteur elle-même. Alors il y a deux voies. Il y a les voies qui sont sur la variabilité pour des rapports volumétriques de compression, mais aussi on peut utiliser de la variabilité au niveau donc du système de distribution, c'est-à-dire la boucle d'air. Et la variabilité la plus importante permettrait effectivement de faire du rapport volumétrique de compression variable, mais aussi d'avoir des cycles qui soient
non symétriques, c'est-à-dire d'avoir des cycles qui permettent de faire des détentes prolongées, là où il y a effectivement encore beaucoup de potentiel sur les gains en consommation. Et ça permet également d'élargir les zones de fonctionnement, puisqu'on dit un moteur aujourd'hui sur ses meilleurs points de rendement, c'est aux alentours de 40%, mais en usage, on descend en moyenne à 15-20%. C'est tout simplement parce que le meilleur point, il est à 40 et qu'on ne peut pas faire fonctionner le moteur à 40% en permanence. Donc avec ces systèmes-là, on étend les zones dans lesquelles le moteur a son meilleur rendement et donc on a un impact direct en usage sur le véhicule et de façon non négligeable. Autre point, je l'ai cité tout à l'heure, les nouveaux carburants. Les nouveaux carburants, ce sont des enjeux pour nos moteurs. D'une part, il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle le flex fuel. Il faut qu'on aille aussi vers des pistes de nouveaux carburants sur lesquels on sait exploiter les spécificités chimiques ou physiques, et notamment sur les indices d'octane ou de cétane de ces nouveaux carburants. Et puis, c'est aussi une opportunité pour essayer d'utiliser ou d'orienter ces nouveaux carburants, et c'est notre rôle à nous, motoristes, de le faire, vers effectivement des coupes quelquefois, ou des process qui vont permettre également d'avoir le clean engine au moment de la combustion elle-même, puisque, comme vous le savez, la combustion, c'est plusieurs milliers de réactions chimiques qui s'enchaînent et tout aussi complexes les unes que les autres. Donc essayer de revenir au cœur et essayer de faire le moteur propre, le plus propre possible dès la combustion. Autre voie, il y a quelques années on vous parlait de diesel injection indirecte, diesel injection directe, diesel atmo, diesel suralimenté. Maintenant, on vous parle pratiquement plus. On fait la même chose pour les moteurs à l'image commandée. Hein. Demain, ça sera des moteurs probablement suralimentés, injection directe. Et le challenge aujourd'hui, le diesel est en train de pousser un peu plus loin pour faire de la puissance spécifique. C'est simple surhal, double surhal, et ainsi de suite. Tout ça pour arriver à faire du downsizing. Le downsizing des moteurs, c'est important. Avec les combinaisons de l'hybridation, les puissances requises pour les moteurs, augmentation des puissances spécifiques, il faut qu'on se repose des questions sur l'architecture de nos moteurs. Est-ce qu'on doit descendre à du bicylindre, 3 cylindres? Doit-on rester sur du 4 cylindres? Jusqu'où peut-on aller sans défier les lois de la physique, ou voire même sans aller au-delà d'un arrangement avec des machines électriques ou une hybridation à côté sur le système de suralimentation? Voilà des questions et des enjeux qui sont extrêmement importants pour la filière. Et puis le dernier volet, c'est tout ce qui est récupération d'énergie. Donc le moteur, c'est une centrale thermique dont une partie simplement de cette centrale amène de la puissance aux roues via le vilebrequin. Toute cette énergie autour du moteur, même si on est bien content de l'utiliser pour faire fonctionner le post-traitement d'une part et pour amener du chauffage habitacle qui est entre autres gratuit dans ce cas-là, il faut qu'on ait un management parce que toute cette énergie qui est disponible, si on peut la reconvertir pour la ramener à la roue, c'est autant qu'on a gagné sur le CO2. Sans oublier qu'il y a quand même d'autres fonctionnalités sur cette énergie et notamment le challenge, c'est comment manager cette énergie sans mettre en péril le post-traitement du moteur. Voilà, je repasse la parole à Daniel qui va vous présenter à la fois la partie électrique et la partie hybridation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les thermiciens ne sont pas forcément les ennemis des électriciens. Hein. Au contraire, ils deviennent de moins en moins. On travaille ensemble et c'est pour le meilleur des véhicules hybrides. Alors, dans le pôle SME, je vous disais qu'on travaille beaucoup sur 4 domaines. Et je voudrais en préciser certains qui nous semblent prioritaires. Alors, on va parler des domaines prioritaires dans le cadre de l'électrification du véhicule, des hybrides, ce dont vient de parler Bertrand juste à l'instant. Un gros travail, il nous semble, à promouvoir au niveau des machines électriques. Alors, on voit deux types de domaines de machines électriques, des machines qui sont plutôt adaptées à des systèmes à des tensions, on va dire, relativement basses, hein, jusqu'à 60 volts. 60 volts, c'est la limite de sécurité sous un véhicule pour les tensions. Donc, qui sera adapté plutôt à tout ce qui est hybridation, on va dire faible hybridation, micro-hybride, stop-start, micro-hybride, mild hybride. On devra travailler sur ces moteurs qui devront être
bien plus léger, bien plus efficace, bien moins volumineux pour être compétitif à l'avenir. La même chose pour le segment supérieur, qui est plus adapté aux véhicules fortement hybridés ou aux véhicules électriques. Alors ça passe aussi, donc on parle là du côté électrotechnique des machines et des actuateurs. Alors, actuateur, je sais que c'est un anglicisme. Depuis tout à l'heure, je cherche le mot en français, mais ça va me revenir. Actionneur, voilà, merci. donc actionneur électrotechnique. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est électronique de puissance et de pilotage embarqué sur ces actionneurs. Donc, il va falloir qu'on travaille beaucoup. On pense que c'est important. L'ensemble des composants actifs et passifs qui permettent de faire des technologies ramassées. Aujourd'hui, on a un problème, par exemple, pour intégrer dans les systèmes mécatroniques des gros condensateurs. Le filtrage, ça reste un problème. Et pour ce faire, il va falloir travailler les matériaux. Donc je sais que nos collègues de chez Robert Bosch tout à l'heure ont parlé des aimants, c'est un des domaines, mais il y a tous les autres types de matériaux dont on a besoin dans les machines électriques ou les condensateurs, tout ce qui est film polymère, tout ce qui est matériaux un peu spécifiques pour ces mécatroniques de haute performance. Et comme je le disais tout à l'heure, un gros domaine sur tout ce qui est manufacturabilité, c'est-à-dire est-ce que je sais faire ce que j'invente en usine dans le domaine automobile de façon fiable, répétée et absolument sûre à prix abordable. Donc ça, c'est un domaine, ce sont des domaines qui nous semblent essentiels dans le cadre de la mécatronique et de l'électrification du véhicule. Alors, si on vient un petit peu sur les machines, j'ai dit il y a deux segments. Mais en fait, ces deux segments ont vraiment des challenges communs. C'est qu'il va falloir changer d'échelle en termes de puissance spécifique de ces segments. Qu'on soit sur des machines de faible puissance ou de haute puissance, il faut qu'on se mette dans la tête que si on veut faire quelque chose qui soit économiquement viable et techniquement viable sur ces technologies, il va falloir multiplier les puissances massiques par 3. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on arrive à se différencier. Et notre rôle dans le DAS, c'est justement d'essayer de trouver les acteurs du marché qui vont pouvoir se différencier, offrir cette offre au marché. Le deuxième point qui est au moins aussi important, j'ai hésité pour le mettre en avant plutôt que le premier, c'est vraiment les coûts. Je vais y revenir un petit peu, mais on a toujours un problème de coût sur les équipements associés à l'hybridation ou à l'électrification des véhicules. Alors j'ai mis quelques images qui donnent un petit peu une idée du champ d'action. L'arrière mécatronique de E-Stars de Valeo, le module de puissance de cet E-Stars, un module de puissance plutôt, on va dire, véhicule électrique full hybride. Une notion intéressante qui consiste à se dire que si on veut utiliser des machines plus petites, on a peut-être intérêt à les connecter à l'ensemble autopropulseur par des systèmes de transmission qui permettent d'augmenter les vitesses de rotation des machines électriques, donc leur volume. Et puis les fameux systèmes intégrés qu'on trouve dans tous les moteurs électriques, dans tous les véhicules électriques ou hybrides, moteurs électriques intégrés. Alors, en ce qui concerne, je dirais, l'intégration des composants actifs et passifs, on en a parlé tout à l'heure, les composants eux-mêmes, donc carbure de silicium ou arsénure de gallium. Comme vous le savez, on a fait la promotion d'un projet sur arsénure de gallium. Les nouveaux matériaux, j'en ai parlé. Et au niveau ensuite plus élevé, l'intégration de ces composants dans des sous-structures mécatroniques. Alors ça, c'est intéressant parce que autant les filières des composants nous échappent un peu en France, il faut le dire, elles sont maintenant ailleurs, autant les technologies et les industries mécatroniques d'intégration de ces composants peuvent être intégrées dans nos filières industrielles. Typiquement, je vous mets un exemple, il y a des exemples qui sont en dessous, vous voyez comment on peut, par exemple, intégrer des résistances dans des PCB, comment tout ça, ça se met dans des sous-modules, comment on peut intégrer des MOSFET aussi dans des PCB, et comment on fait des sous-modules avec l'ensemble de ces technologies-là. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui va être important, c'est d'être apte à combiner
des technologies qui, jusqu'à maintenant, étaient un peu différenciées. On se disait, tiens, quand on fait du signal, on va tout faire sur PCB. Quand on fait de la puissance, on va tout intégrer. Quand on va être connecté, sur le véhicule connecté, on a d'autres technologies. Non, l'avenir de la mécatronique, c'est de pouvoir mettre dans des mêmes sous-ensembles, combiner toutes ces technologies qui permettront d'avoir les systèmes les plus compacts et les moins coûteux. Alors d'un point de vue robustesse et manufacturabilité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je voulais réinsister. Très important d'avoir des ensembles qui soient complètement validés et dont la fiabilité est prévue et conforme à ce qu'on prévoit. Donc ça, c'est très important. Et donc les systèmes industriels adaptés pour faire des composants dans le cadre de l'automobile. Donc deux photos ici, en fait, les partenaires qui travaillent sur de First, qui travaillent sur des machines ou des sous-ensembles. Ils ont ciblé un certain nombre d'éléments sur lesquels ils avaient travaillé les modèles de fiabilité, et puis une petite photo de l'assemblage de E-Stars à Sablé-sur-Sarthe. Je dis bien Sablé-sur-Sarthe, c'est pas en Chine profonde, c'est bien chez nous, et pas loin d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des hybrides? On a tellement parlé que ce que je vais vous raconter, c'est pas très neuf, c'est simplement peut-être un petit cadrage sur maintenant ce que sont les challenges de l'hybride. Alors d'abord, la régulation sur les consommations, on en a parlé tout à l'heure, les règlements café ou du même genre aboutissent à des consommations du même genre ou qui convergent vers 2020, quelles que soient les zones géographiques. Donc, pas tellement utile de se rappeler des chiffres, mais on voit que 90-95 grammes sont les objectifs communs de toutes les régions mondiales sur ces consommations de véhicules. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'exemple? Si on veut l'imager un petit peu, prenons deux véhicules assez communs de notre écosystème français, un véhicule sur base de 108 diesel ou sur une base Clio diesel, et voyons ce que veut dire ces nouveaux challenges. Alors, on peut associer les challenges de la réglementation à un gros programme qui a été lancé par la plateforme de la filière automobile, qui est le véhicule 2 litres au 100. Et si on prend la consommation de 2 litres au 100, c'est 50 grammes de CO2 au kilomètre. Donc on voit sur ces deux diagrammes, en fait, les efforts qu'il faut faire pour arriver de la consommation actuelle, autour de 85-87 grammes selon les véhicules, aux consommations visées de 50, aux émissions visées. Donc je parle d'émissions de CO2, je suis désolé, c'est proportionnel à la consommation, mais c'est bien les émissions dont il s'agit. Aux émissions visées de 50 grammes au kilomètre, et on voit que, bon, il y a des technologies qui concernent le groupe motopropulseur, il y a tout ce qui et de la réduction des besoins énergétiques, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, comment utiliser mieux l'énergie. Il y a tout ce qui concerne l'efficacité de nos systèmes, mais une fois qu'on a fait tout ça, on ne peut pas échapper le fait qu'il va falloir hybrider les véhicules ou les électrifier. On ne va pas pouvoir combler le gap sans le faire. Alors, on a deux exemples, les exemples sont similaires, mais la conclusion, c'est que de toute façon, il va bien falloir hybrider les véhicules. Alors, rien de nouveau, les différents types d'hybridation véhicules, vous les connaissez tous, ils sont résumés ici. Ça va, on va dire, des activités, des fonctions de stop-start au système un peu plus hybridé, qu'on appelle hybridation douce, mild hybride, au système beaucoup plus hybridé, de type Toyota ou un certain nombre de constructeurs maintenant, jusqu'aux véhicules électriques. Donc je ne vais pas aller dans le détail, tout ça c'est bien connu, mais ça nous donne bien ce schéma, l'ensemble des technologies et des fonctions qui participent à l'hybridation. Alors maintenant, deux façons de voir ce qui va se passer. L'évolution du marché. Alors c'est extrêmement discutable. Donc ça, c'est une étude un peu commune qui vient des grands, on va dire des grands cabinets, des grands constructeurs, des grands équipementiers. Ils sont à peu près d'accord. Alors, ils sont à peu près d'accord sur la partition mondiale entre ce qui sera purement thermique et, on va dire, hybridé. Après, ils sont moins d'accord sur la segmentation de l'hybridation. Et il y aurait beaucoup à dire sur le futur du véhicule électrique. Et ça part dans les véhicules hybridés par rapport à l'ensemble de l'hybridation.
Donc évidemment, Renault a un point de vue, les autres constructeurs ont des points de vue, les sous-traitants ont des points de vue, mais au total, on voit que plus des 2/3, on va dire, des véhicules en 2020 seront des véhicules électriques ou hybridés de toute façon. Alors si on fait un zoom sur l'Europe, c'est encore plus accentué sur l'Europe. Alors je ne vais pas vous faire toutes les régions, j'ai pris le monde et l'Europe parce que l'Europe nous intéresse. On pourrait le faire pour les États-Unis et la Chine. Et on voit qu'en Europe, en fait, ça part plus vite que la moyenne mondiale, parce que les besoins de réduction de consommation ou de réduction de la pollution en ville sont exacerbés dans nos environnements plus urbains. Donc on voit une prééminence des systèmes stop-start qui seront pratiquement à 100% appliqués très rapidement, et une répartition des hybrides plus importante que la moyenne mondiale. Alors, deux petits slides, et j'en aurai fini derrière, sur ce que ça veut dire d'être à coût acceptable. Si on fait un espèce de diagramme, alors je sais qu'il est un peu compliqué, hein, ça vous donne le coût en grammes de CO2 par kilomètre, en grammes de CO2 économisés par kilomètre, hein, donc en ordonnée, par rapport au pourcentage de réduction de CO2 des technologies. Alors, on pense que le marché, il va accepter d'avoir des coûts qui sont, on le voit, entre 25-30 et pas plus de 50 € par gramme de CO2 économisé au kilomètre. Toute technologie qui est au-delà est une technologie en danger sur laquelle il faut travailler. Alors, je ne vais pas aller dans tout le détail. Ce qu'on voit quand même, c'est que le downsizing qu'on a évoqué tout à l'heure, ça c'est une voie qui est très prometteuse et qui est en plus économique. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que le véhicule électrique, il a des voies pour être amélioré, on travaille tous dessus, mais il faut absolument améliorer le compromis coût-prestation du véhicule électrique. Il reste encore beaucoup de challenges sur le véhicule électrique, que ce soit sur le groupe motopropulseur, sur, on va dire, le stockage d'énergie. Il y a beaucoup de travail pour aboutir à des coûts qui soient compétitifs dans ces segments d'entrée de gamme. Dans des segments plus moyens ou haut de gamme, je dirais qu'on a essayé de faire un peu le même diagramme. La limite d'acceptabilité est de 50 € par gramme de CO2 économisé au kilomètre. À notre avis, hein, c'est peut-être pas partagé complètement. On voit qu'il y a 3 gros paquets. L'hybride est toujours cher. C'est pour ça qu'on y travaille au sein du DAS, hein, et qu'on fait la promotion des projets qui tendent à réduire les coûts et à optimiser les technologies. Le diesel, pour être conforme aux régulations Euro 6 et suivantes, devient une technologie chère qu'il va falloir travailler, hein, c'est très, très cher. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que les véhicules de type essence downsizés, eux, ils se placent très bien dans le schéma. Hein. Donc ça nous donne un petit peu des voies pour travailler dans nos filières. Alors si on parle légèrement de technique, et je ne veux pas en faire plus que ça aujourd'hui, vous avez beaucoup d'exposants qui sont capables d'aller dans le détail avec vous, mais on voit bien que cette hybridation, elle passe par des technologies de stop-start qu'on commence à voir sur le marché, et on est fiers en France d'avoir ces technologies et d'avoir poussé ces technologies avec les grands constructeurs. On va pousser ces technologies vers le mild hybride, hein, vers des machines électriques, 10-15 kW, peut-être de pas trop forte tension, peut-être à haute vitesse, c'est ce qu'on voudrait promouvoir, donc couplé différemment au groupe motopropulseur. Et puis, vous connaissez ensuite l'ensemble des technologies qui sont afférentes à l'hybride. Des technologies qu'il ne faut pas oublier non plus, ce qu'on appelle le range extender, hein, ce qui permet de psychologiquement donner un petit peu plus d'autonomie aux véhicules électriques, et qui sont offertes par les constructeurs qui font du véhicule électrique en option de range extender pour augmenter ses autonomies. Donc ça vous donne un petit peu la palette qui est couverte par je dirais le DAS SME dans le cadre de l'exposé d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution du groupe motopropulseur, qui soit thermique, hybride, électrifié, et les challenges qu'on a derrière. Le travail de Moveo et de ces 2 DAS dans le domaine pour essayer de rassembler les acteurs, de les mettre autour de projets
qui vont permettre à la filière automobile française de se différencier. On fait beaucoup de choses en low cost, on doit se différencier par la technologie. Et il y a des domaines où on peut se différencier pour enrichir nos filières. Ça, c'est extrêmement important. Ça passe par les grands constructeurs, ça passe par les grands équipementiers et ça passe par les entreprises plus petites qui sont experts en leur domaine et dont on a absolument besoin pour faire ces petits objets, ces petits moteurs. On en a besoin. Si on ne l'a pas, on ne sait pas faire. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez quelques questions, on est parfaitement disposé avec Bertrand d'essayer d'y répondre ou de trouver dans la salle les experts qui seront capables d'y répondre. Pas de questions? On vous a bien endormi ou... Oui. Ah, par contre, je ne sais pas où est un micro. Oui, bonjour. J'aimerais connaître votre point de vue sur la différence qu'il peut se produire pour le end-user entre la consommation annoncée sur des cycles homologués et la consommation réelle, et notamment l'impact que ça peut avoir sur le développement des technologies d'hybridation. Merci. Alors, effectivement, les mesures de consommation, lorsqu'elles sont faites sur un cycle, et c'est un cycle d'homologation, donc souvent ce qui est reproché, c'est qu'en usage, il y a un écart entre la consommation annoncée sur cycle et la consommation réelle. Sur un même trajet, qui n'est déjà complètement différent d'un cycle, vous prenez un panel de conducteurs, vous allez avoir des écarts de 30 à 40%. Donc il va être difficile d'être représentatif, quel que soit le cycle, d'un écart qui est minimisé entre l'annonce et ce que verra ou la dispersion qu'il pourra y avoir avec le client. Néanmoins, aujourd'hui, le législateur, avec le nouveau cycle WLTP, est en train d'essayer de s'approcher vers des usages clients moyens, un usage moyen, qui sont un peu plus représentatifs que le simple cycle qu'il y avait avant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les constructeurs, les industriels, comment je vais dire, ils sont pas, ils marchent pas la tête dans le sable. Il y a une chose qu'il faut toujours considérer, c'est que le client a toujours raison, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le client, il a une grande intelligence, et il a une grande intelligence économique. Donc économiquement, la première chose qu'il fait, c'est effectivement de faire la corrélation ou de voir ou de calculer le coût d'utilisation de son véhicule. Donc les technologies qu'on a évoquées sur le groupe motopropulseur lui-même, quand on parle effectivement d'étendre les zones de fonctionnement et d'essayer en plus d'étendre les zones de fonctionnement où les engine out des moteurs vont être sérieusement diminués. Aujourd'hui, on a des compromis à faire sur des prestations consommation, maintien du système de post-traitement efficace et autres. Donc on a vu toutes les opportunités qu'il y avait, donc les constructeurs sont focalisés sur la bonne utilisation de toutes ces opportunités pour essayer de réduire au maximum les écarts qu'il peut y avoir entre les chiffres annoncés sur cycle et l'usage client. Ça, c'est un premier point. Donc il y a des réponses technologiques. La réponse de l'hybridation permet également, techniquement, d'apporter aussi un gain, parce qu'on va rajouter un petit peu d'intelligence dans le véhicule, à savoir que lorsque le client va avoir tendance à faire un appel de puissance ou un mode de conduite qui ne va pas être tout à fait adapté à une optimisation de la consommation, le logiciel, le système de management va lui dire eh ben moi je te décale un petit peu sur ce point de fonctionnement du moteur, et puis on va prendre un peu plus de relais sur la partie électrique, et comme ça je vais te sortir de la zone de mauvais rendement, un peu plus de la zone de mauvais rendement du moteur. On a vu tout à l'heure qu'on cherchait les technos où on augmentait cette zone de meilleur rendement, et maintenant on va remettre de l'intelligence pour éviter que le client aille dedans.
Puis ensuite, aujourd'hui, il y a le véhicule communicant. Le véhicule communicant, il commence à communiquer avec son conducteur. Donc on parle souvent du smartphone, tout ce qui vient dans les airs, mais il y a aussi la communication entre le tableau de bord et le conducteur. Là, jusqu'à présent, il y avait l'aiguille, voire même la conso instantanée qui n'était pas si instantanée que ça. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent également d'aider le conducteur à avoir une éco-conduite. Donc, tous ces éléments rassemblés nous laissent penser qu'on peut être optimiste sur une réelle baisse des émissions et des consommations des véhicules, y compris la partie dont j'ai évoqué de plusieurs dizaines de pourcents, qui est une aide à l'éducation du conducteur lorsqu'il veut avoir un mode de fonctionnement économique. Après, le jour où il veut mettre le pied dedans et faire 280 sur l'autoroute, comme ça a été cité tout à l'heure, ben, s'il a le véhicule qui lui permet, on ne va pas l'empêcher de le faire non plus. Mais à 280, on n'a pas les mêmes besoins en énergie qu'à 80 km/h, par exemple. Bonjour. Pour le range extender, comment vous voyez l'évolution de range extender en technologie également? Est-ce que ce sera l'affaire de l'OEM ou l'affaire de fournisseurs? L'avis que je vais donner, c'est à la fois un avis presque personnel d'entreprise, donc bon, peut être l'objet de plein de discussions et de critiques. C'est toujours le constructeur qui décide de la définition de son produit. Donc le constructeur qui va dans la voie du véhicule électrique peut avoir à proposer, soit en standard, soit en option, ce range extender pour prolonger l'autonomie du véhicule. Donc voilà, la première réponse à votre question, c'est ça reste toujours le constructeur qui est en charge de définir le produit qu'il propose au marché, avec ou sans range extender. Bon. Si je parle au nom d'un équipementier bien connu, c'est sûr que nous, on est prêts, et que ce soit, je suppose, Robert Bosch, nous, Valeo ou d'autres, à fournir aux constructeurs les définitions de machines électriques adaptées au range extender. Ça, vous en avez déjà sur le marché. Hein. Si vous regardez, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le véhicule électrique de BMW, il est équipé en option d'un range extender. Donc voilà, je veux dire, c'est une opportunité pour la filière de satisfaire à des besoins constructeurs dans le cadre du véhicule électrique. Je ne sais pas si ça répond à votre question, parce qu'en fait, votre question était est-ce que c'est le constructeur, est-ce que c'est l'équipementier? Non, de toute façon, c'est le constructeur qui décide. Je pourrais peut-être... Je vais reprendre une casquette de constructeur. Range extender, excellente question. Range extender, d'abord, range extender, ce n'est pas forcément un moteur thermique. Le véhicule électrique, son plus grand intérêt, ou le PHEV, le plug-in rechargeable, c'est de pouvoir faire du ZEV en usage. On parle de ZAPA, qualité de l'air et autres. Donc le range extender, ça peut être un moteur thermique, ça peut être une pile à combustible avec zéro émission, et ça peut être aussi du stockage énergétique de batterie avec des puissances spécifiques, enfin des énergies spécifiques de batterie qui sont multipliées par 2, et puis des coûts qui sont divisés par 2. Ça, c'est le meilleur range extender qu'on puisse trouver. Cependant, on en a parlé tout à l'heure, on a dit la capacité à une nouvelle technologie de s'introduire, elle n'est pas simplement que technique, elle est aussi économique. Donc, il y aura probablement un challenge entre ces différentes voies de range extension, comme on va l'appeler comme ça. Celle qui gagnera, c'est celle qui sera la plus intelligente et la plus économique pour le client. Ceci dit, les constructeurs continuent à regarder les voies, puisque c'est quand même le RS2E, le réseau de stockage en énergie électrique, c'est une initiative française, c'est un plan national pour l'amélioration des batteries. Donc on a les meilleurs spécialistes académiques au monde, puisque la plupart des brevets des batteries sont issus de ces laboratoires-là il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, c'est bâti sur leurs compétences. Donc là, il y a un plan d'action de recherche nationale pour l'amélioration des batteries, d'une part. Il y a également
des activités qui sont menées, qui ont été menées par des laboratoires ou des constructeurs et les équipementiers sur la pile à combustible, hein, et notamment la pile à combustible avec l'hydrogène. Il y a aujourd'hui des laboratoires nationaux comme le CEA qui a aussi des actions assez importantes dans le domaine. Et puis après, il y a le moteur spécifique, le moteur thermique spécifique pour le range extender. Et ça, si on rajoute ça, c'est du surcoût sur un véhicule électrique, c'est bien. Mais on peut faire confiance aux constructeurs français pour savoir faire le moteur qui est adapté et au bon prix. Donc au global, il faut qu'on soit réactif, il ne faut pas qu'on soit des idéologues en la matière. Hein, de toute façon, au final, c'est toujours le client qui a raison, et c'est toujours lui qui, de toute façon, met son chèque sur la table, et c'est lui qui achète, c'est lui qui choisit. Je pourrais peut-être préciser la question, je suis là, en disant, s'il y a un range extender thermique, est-ce que ça sera toujours, à votre avis, le constructeur qui va concevoir et développer ce range extender, ou est-ce qu'il est possible que ce soit l'équipementier? Alors, je vais vous donner une troisième réponse. Aujourd'hui, il est en train d'être construit un projet dans le cadre des pôles de compétitivité et du DAS chaîne de traction thermique. Ça va être un exemple effectivement de la collaboration. Il y a des constructeurs qui ont fait des travaux très amont, recherche sur des moteurs un peu spécifiques, moteurs thermiques un peu spécifiques, qui aujourd'hui ne sont pas sûrs de déboucher ni pour de l'hybridation, ni pour de la traction thermique, mais qui ont été menés avec des PME et des laboratoires, qui se sont constitués dans un consortium de PME, et qui sont aujourd'hui en train de se dire il peut y avoir un marché du range extender thermique. Donc est-ce qu'on pourrait pas repartir de cette base de moteur qu'on commence à connaître parce qu'on a travaillé dessus, faire un montage industriel pour la fabriquer, et puis éventuellement la revendre aux constructeurs sous forme de produits finis, ou voire élargir le marché. Donc aujourd'hui, tout va dépendre des volumes. Si les volumes, c'est plusieurs milliers par jour, c'est clair que ce ne sera pas forcément un consortium de PME et ils n'ont pas envie de le faire. Et donc ce sera à ce moment-là un équipementier ou un constructeur. Mais de toute façon, ça va être l'équation volume-marché qui va l'emporter. Hein. Mais on n'a pas non plus nous constructeurs, on n'a pas une philosophie tout établie. Hein. Si un équipementier a un bon produit, et qu'il est capable de le fournir à un coût attractif pour pouvoir être vendu à un client, qu'on le partage avec un autre constructeur, ce n'est pas quelque chose qui va nous gêner. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Ce qu'on a pu voir, c'est que, au travers des différents projets que vous suivez, Moveo est impliqué à tous les niveaux en fait, des composants en fait, qui constituent une chaîne de traction électrique ou hybride. Est-ce qu'à un moment, dans en fait, la stratégie que vous avez, il est prévu que vous ayez en fait une plateforme d'essai qui vous permette d'évaluer en fait entre guillemets grandeur nature tous les bénéfices en fait qui pourraient être apportés au niveau technologique sur ces différents projets. C'est un institut. Oui, en fait, oui, ça va arriver assez rapidement puisque Moveo a été à l'origine d'un gros projet qui s'appelle VDCOM et qui est en fin on va dire, de validation européenne, signature le 11 février normalement. Le 11, c'est dans 8 jours, même pas maintenant, oui, dans une petite semaine. Donc l'objet de VDCOM, c'est bien ça, c'est d'offrir une plateforme à la fois ou d'essai, de simulation sur l'ensemble de la filière, on va dire, véhicules thermiques et hybrides. Et l'objet, c'est d'essayer d'avoir une plateforme à disposition, bien sûr, des souscripteurs, de ceux qui sont à l'origine du projet, ça c'est clair, mais aussi ouverte pour partie, hein, au moins 30% d'ouverture à l'extérieur, donc pour, aider l'ensemble de la filière à faire ses études, ses recherches. Donc on y arrive, j'espère que
On sait déjà où ça va être installé, mais on espère qu'à la prochaine édition, on pourra vous en dire plus sur le sujet et que des gens de VDCOM pourront présenter leurs projets et l'état de leur réalisation. Pas d'autres questions? Écoutez, je pense qu'on va clore cette session, vous libérer. Et bien sûr, vous pouvez nous rencontrer sur la journée et prendre profit des heures qui sont devant nous pour discuter entre vous et vous adresser au pôle pour toute question ou pour toute information concernant le montage de projets. Voilà, parce qu'on est là pour monter des projets.